Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sur le terrain. Je suis Jordan, fondateur de Jumpstart Studio. On est une agence de production de contenu et de gestion de réseaux sociaux, principalement pour des acteurs du sport et du divertissement. Mais on travaille avec tout type d'entreprise. Et dans ce nouvel épisode du podcast, j'ai le plaisir d'accueillir Dylan Chara, qui est une personne que je connais déjà depuis 4-5 ans peut-être, qu'on se côtoie un petit peu. On a fait quelques petits trucs ensemble. C'est vrai. Dylan, bienvenue dans le podcast. Je suis content que tu sois là. Est-ce que, pour commencer, déjà, tu peux un petit peu te présenter, nous dire qui tu es ? Déjà, merci Jordan de m'accueillir dans ton podcast. Je m'appelle Dylan Chara, j'ai 30 ans. Je suis un ancien boxeur professionnel. J'ai fait 9 ans de carrière en tant que boxeur professionnel. Et à côté de ça, j'ai développé une entreprise qui s'appelle Gravity Markets, où on fait de la gestion de portefeuille pour le compte de tiers sur le marché des actifs numériques. Donc c'est deux mondes complètement différents, mais entre lesquels j'ai trouvé beaucoup de parallèles. Je pense qu'on va en parler aujourd'hui. Donc voilà. Et t'es très bon, tu spoil déjà pour que la rétention, pour que les gens restent jusqu'à la fin. T'as fait ça toute ta vie. Écoute, je suis ta chaîne, donc j'apprends des meilleurs. Alors l'idée, dans un premier temps, il y aura deux parties là, dans le podcast. On va déjà parler un peu de ton passé dans la boxe. Et l'idée, c'est quand même de lier avec ce qui intéresse les gens dans ce podcast, la partie un peu contenu et réseaux sociaux. Et après, d'enchaîner finalement avec une deuxième partie sur ta nouvelle activité, sur ta nouvelle entreprise. Et encore une fois, de parler un petit peu de cette partie contenu réseaux sociaux qui est extrêmement importante, puisque moi aussi, je m'intéresse un peu à ce monde-là. Et la communauté est très, très importante dans le monde des actifs numériques. C'est clair. On s'est connus, nous, grâce à la boxe. À l'époque, je travaillais pour le promoteur qui organisait quelques combats pour toi. Et l'idée, c'est que tu puisses revenir un petit peu sur, déjà dans un premier temps, ta carrière, que tu nous expliques un peu ce que tu as fait. Alors, peut-être pas dans les grandes lignes, mais on va dire plutôt dans les grandes lignes que toute la carrière. Et surtout, moi, ce qui m'intéressait, ce qui me frappait chez toi, c'était un peu ta vision du sport. Donc, j'aimerais bien que tu puisses nous en parler maintenant. Comment tu as commencé la boxe ? Comment ça a commencé pour toi ? Et quand tu t'es dit que tu allais pouvoir en vivre ? Écoute, l'histoire avec les sports de combat en général, ça a commencé quand j'avais 6 ans. Mon parrain est un maître de karaté et quand j'étais petit, du coup, mon père m'a mis au karaté parce qu'il pratiquait ce sport lui aussi. Et très rapidement, je suis devenu passionné des arts martiaux, de l'esprit. J'ai développé un esprit martial. J'étais fan des samouraïs. À 7 ans, moi, je partais pas jouer avec mes copains. J'allais dans le jardin, je faisais des katas de karaté. Enfin voilà, j'étais obsédé par ça. Donc j'ai fait du karaté pendant toute mon enfance. Et à l'âge de 12-13 ans, j'ai eu la chance d'assister au championnat du monde de Brahim Asloum au Canet. J'ai grandi là-bas. Et quand j'ai assisté à ce combat, quand j'ai vu Brahim Asloum se déplacer dans le ring, quand j'ai vu la foule qui était autour, toute l'énergie qu'il y avait dans cette salle, j'ai dit à mon père en sortant, je veux arrêter le karaté, je veux arrêter le skate que je faisais à l'époque, et je veux faire de la boxe. Et donc à ce moment-là, c'était un tournant parce que je suis un peu un passionné obsessionnel, et je ne voyais plus que par ça dans ma vie. Et au bout de quelques mois de négociations avec mes parents, j'ai pu enfin faire mon premier cours de karaté au Canet-Rocheville, de boxe, au Canet-Rocheville. Et j'ai été pris de passion, donc voilà. Et derrière, petit à petit, j'ai fait mes gammes. J'ai fait de la boxe éducative, de la boxe amateur, dans laquelle j'étais en équipe de France. J'ai été en équipe de France pendant plusieurs années. Et à l'âge de 19 ans, j'ai fait le choix de passer professionnel, parce que j'avais le pédigré qu'il fallait en amateur pour pouvoir prétendre au statut de boxeur professionnel. Et j'ai fait mon premier combat pro en 2014, en février 2014, il y a 10 ans. Et par la suite, j'ai enchaîné 22 combats professionnels pour 21 victoires, et j'ai été dans le top 10 mondial, numéro 1 européen, champion de l'Union européenne. Et donc j'ai vécu pas mal de mes rêves de gosse dans ce sport. Et j'avais une vision de ce sport qui a toujours été la même depuis le début, c'est-à-dire que j'étais fan des samouraïs. Pour moi, c'était vraiment
un art martial que je pratiquais, même si la boxe anglaise c'était reconnu comme le noble art et ça n'a jamais été un art martial, mais moi je le pratiquais comme ça. Et donc toute ma discipline, tout le cadre de travail que je m'imposais et tout ce qu'il y avait autour, pour moi c'était vraiment un esprit combattant. Voilà. Ok. Et du coup, dans ta carrière, est-ce qu'il y a un combat qui ressort, qui t'a marqué? Ouais, il y en a plusieurs. Bah, alors déjà, mon premier combat professionnel, c'était dans une petite salle du Canet, donc une salle qui s'appelait Principiano. C'était un gymnase où il y avait littéralement 100 spectateurs. J'étais même pas payé pour mon premier combat professionnel, hein. C'était mon club associatif qui l'avait organisé et qui s'était cotisé pour l'organiser. Donc là, ça faisait bizarre, hein, de faire un combat. Donc quand on fait de la boxe professionnelle, on est torse nu, on a des bandages qu'on appelle durs. Les combats sont plus longs qu'en amateur. Et du coup, voilà, c'est une étape à passer. Et après ça, mon dernier combat professionnel, je l'ai fait sur DAZN et devant 600 000 spectateurs, enfin 600 000 spectateurs, une audience de 600 000 spectateurs à la télé. Et il y avait 10 000 personnes dans la salle. Donc forcément, le chemin entre les deux, pour moi, ça a été marquant de comparer à la fin le parcours. Donc pour moi, c'est deux combats vraiment très marquants. Et sinon, un combat qui m'a vraiment marqué, c'était un combat que j'ai fait à Bercy en 2019. Et j'ai boxé un ancien champion du monde vénézuélien qui s'appelait Joan Pérez et que tout le monde m'attendait un peu au tournant. J'avais 25 ans et je venais d'être champion de l'Union européenne et certains disaient que c'était un combat difficile, etc. Et je l'ai mis KO en 2 rounds. Et donc forcément, j'étais pris d'adrénaline, j'étais très fier et surtout, c'était le fruit de mon travail depuis des années. Donc j'étais très heureux lors de ce combat-là. Ok. Et du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait que ta carrière a évolué et que tu t'es reconverti à 30 ans? Et alors j'ai pris ma retraite à l'âge de 28 ans, donc c'était en 2022. À ce moment-là, je venais de vivre déjà ma première défaite qui était une injustice qui a été reconnue par la Fédération européenne. Donc j'avais fait un combat en Espagne contre Carmen Leralaga qui était numéro 2 mondial. Je gagnais ce combat et puis il y a eu un choc de tête accidentel et ils se sont servis de ça pour me donner perdant. Derrière, ça a été une injustice très dure à vivre parce que de perdre dans le sport, ça fait partie du jeu et on apprend de nos défaites. Quand il y a de l'injustice, on le vit très mal parce que ça devrait pas faire partie du sport de haut niveau. Donc derrière, moi j'attendais le rematch qui avait été ordonné par la Fédération européenne. Mais au fond de moi, il y avait un amour du sport déjà qui avait été un peu abîmé parce que je donnais ma vie littéralement pour ce sport, comme beaucoup de sportifs professionnels. Et je trouvais ça inacceptable qu'il puisse y avoir ce genre d'erreur d'arbitrage à ce niveau de compétition, surtout quand on sait qu'on met notre vie en jeu. Et au-delà de ça, moi, ça faisait 4 ans que personnellement, je traînais une pathologie aux yeux. Donc, j'ai une pathologie à la cornée au niveau de mes 2 yeux, qui n'a rien à voir avec la boxe, hein, qui est issue de c'est génétique. Et du coup, je combattais en prenant beaucoup plus de risques que mes adversaires, entre guillemets, parce que j'avais une vue de 3 sur 10 quand je boxais dans le ring. Donc c'est pour ça que ma boxe était vachement axée sur la défense et que je pratiquais vraiment la boxe comme Mohamed Ali le disait, c'est-à-dire l'art de toucher sans se faire toucher. Voilà, donc je boxais avec ces problèmes de vue et en 2022, lors de mes derniers examens médicaux avant un 23e combat professionnel qui était en train de s'organiser, mon chirurgien ophtalmo m'a encore une fois alerté sur les risques que je prenais et que c'était littéralement un peu fou. Tu risquais de perdre la vue, quoi. De perdre la vue. Bon, ça fait longtemps que je risquais de perdre la vue. J'ai envie de dire, à ce niveau-là de compétition, quand on monte dans le ring, on peut très bien y rester, hein. Oui, Ça fait partie oui. des sports de combat, on en est tous conscients. Mais à ce moment-là, au fond de moi, la place du risque avait changé. C'est-à-dire que je trouvais moins l'intérêt de le prendre, ce risque. Et surtout, je m'étais toujours promis depuis tout petit, même malgré ma passion, etc., de partir par choix de ce sport et partir jeune et en bonne santé. Et donc à ce moment-là, toutes les planètes étaient alignées pour que je dise, c'est le bon moment. Il m'a fallu beaucoup de courage pour accepter de prendre cette décision et la prendre, hein, donc de faire un vrai choix de vie. Et donc j'ai mis un terme à ma carrière comme ça en 2022. Et aujourd'hui, je peux dire que c'est le meilleur choix de ma vie que j'ai fait parce que je suis parti par choix de ce sport. Ça m'a appris beaucoup de choses dans l'entrepreneuriat aussi, de savoir faire des choix et d'oublier l'émotion parfois et de vraiment rester froid et pragmatique.
Et, euh, et du coup, voilà. Et derrière, à côté de ça, moi, depuis 2016, donc en parallèle de la boxe, hein, j'ai fait mes études en école de commerce, j'ai fait un Master 1 et Master 2, où j'ai eu un échange à Dublin et tout ça. Et en parallèle, comme beaucoup, hein, j'ai été alerté par ce qui se passait dans le monde des crypto-monnaies, comme il y a eu une bulle spéculative énorme. Et j'ai eu la chance peut-être d'avoir appris à connaître ce secteur un peu plus tôt que tout le monde en 2015-2016, parce que mon père était dedans. Mon père est un informaticien, c'est un passionné de technologie. Et il m'a mis le nez dedans en 2015-2016. Et petit à petit, ce qui m'a passionné dans ce milieu, au-delà de la technologie, de la blockchain, etc., c'était les marchés financiers, les cycles de marché, comprendre l'analyse technique. Et du coup, j'ai commencé à me former en parallèle de mes études et en parallèle de la boxe, à faire de la gestion de portefeuille sur ce marché, à titre perso, donc avec mon argent. Et petit à petit, c'est devenu une activité en parallèle où j'ai géré mon portefeuille de manière très active. Et en 2020, en parallèle de la boxe, j'ai commencé à avoir un premier client. À la base, c'était plus du conseil que je faisais de manière amicale parce que j'avais pas de structure. Mhm. Et en 2021 et 2022, quand j'ai pris ma retraite, là, c'est devenu une activité professionnelle où du coup, je me suis entouré et on a développé une structure qui s'appelle Gravity Market où aujourd'hui, on est professionnel dans notre activité, on est trois. Et du coup, voilà, c'est le chemin qui a été fait entre la boxe, c'est le pont qui a été fait entre la boxe et ce milieu. Ok. Et du coup, ça a confirmé mon envie de découvrir une nouvelle vie et de valider à 100% cette nouvelle direction dans ma vie qui était d'entreprendre et de développer ma boîte et d'investir mon énergie non plus dans la boxe, mais dans le développement de cette boîte, en gros. Si on revient un petit peu sur ton passé de boxeur, Ouais. on le voit là, toi ça commence à dater un petit peu, donc peut-être ça n'avait pas la même importance qu'aujourd'hui, mais on le voit aujourd'hui avec l'avènement du MMA, de mecs comme Cédric Doumbé qui ont à peine 3 combats professionnels en MMA et qui font un buzz incroyable sur les réseaux sociaux. Toi, quelle importance tu mettais au contenu? Parce que je sais que tu avais un vidéaste qui te suivait sur certains de tes combats professionnels. Et quelle importance tu mettais sur les réseaux sociaux pour ta communication, pour attirer des sponsors, etc. Est-ce que tu avais une vraie stratégie? Est-ce que tu te faisais accompagner? Comment tu étais organisé en tant que sportif de haut niveau? Écoute, j'ai très vite compris que au-delà de la performance sportive, au-delà de nos compétences en tant qu'athlète, le fait de savoir créer, générer une communauté, créer une communauté sur les réseaux et d'être suivi, c'était important parce que lorsque derrière on se vend à des promoteurs, les promoteurs ont la fonction d'organiser les combats et du coup d'investir pour les boxeurs, en l'occurrence, afin de faire des soirées de boxe, etc. Forcément, quand on présente notre CV à un promoteur qui organise des combats, si on est très bon boxeur, c'est bien, mais si en plus de ça, on arrive avec une communauté et donc potentiellement des gens qui vont devenir des spectateurs, qui vont payer leur ticket pour venir nous voir, là, c'est plus la même chose. On peut négocier davantage. On est en position de force dans les négociations, etc. Et forcément, on génère plus d'intérêt, même du point de vue des télés, etc., qui sont en général des télés comme Canal+, ou aujourd'hui DAZN et tout, ce sont eux qui mettent de l'argent sur le marché des sports de combat pour développer ces sports et créer des soirées. Donc je l'ai très vite compris et donc très tôt, j'ai commencé à communiquer sur Instagram principalement, forcément, et sur Facebook à l'époque. Voilà, donc j'avais commencé par créer une marque de vêtements qui s'appelait Taido, qui représentait mon emblème dans la boxe et qui permettait de me créer une vraie image de marque. La marque Taido, hein, c'était l'emblème, c'était le papillon. C'était ce qui me représentait dans le ring. C'était une référence aux samouraïs qui partaient sur le champ de bataille avec comme emblème, on appelait ça un moron, comme emblème le papillon pour montrer leur capacité à évoluer, à se remettre en question et l'art de la métamorphose, j'appelais ça, dans le ring. Et du coup, au-delà de ça, toute ma communication était axée autour de ça. J'avais un vidéaste, donc Florian Labesse, qui est pour moi un des meilleurs dans ce milieu. Je dis pas ça parce que c'est mon ami, c'est vraiment parce que ses vidéos, je les trouve passionnantes, qui me suivait à la fois dans mes préparations de combat, qui me permettait de faire du contenu vidéo, et qui aussi permettait d'avoir toujours la même ligne éditoriale dans la production de vidéos, etc. Et donc ça, c'était important pour deux points, pour créer de l'audience avant les combats et vendre les combats, et aussi pour les sponsors. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, donc moi à l'époque, il faut savoir qu'un boxeur vit à la fois de ses primes de match. On a des primes de combat qui sont payées par le promoteur, donc qui est l'organisateur du combat.
qui lui est financé par la télé. Et on est aussi payé par des sponsors. Et donc, moi, ce que je faisais à l'époque, c'est que je négociais avec différentes entreprises des contrats annuels où j'étais payé mensuellement. Et je les représentais à la fois dans les articles journaux, sur mes réseaux sociaux et lors de mes combats, donc sur mes shorts et les t-shirts que je portais pour rentrer sur le ring, sur mes tenues, où je vendais des emplacements publicitaires. Et donc à ce niveau-là, d'avoir un impact médiatique et d'avoir une communauté et d'être suivi sur les réseaux, c'est forcément hyper important parce qu'encore une fois, quand on va avoir un sponsor, si on est capable de toucher 10 000, 20 000, 30 000 personnes via ces réseaux, ça lui permet d'avoir une visibilité. Et suivant quelle audience on va toucher, certaines entreprises auront de l'intérêt à investir sur nous. Donc voilà. Et on voit d'ailleurs, la boxe est en train de beaucoup évoluer avec des combats qui sont finalement plus des shows, avec des youtubeurs, avec Mike Tyson qui revient, où c'est plus ça devient presque du divertissement, quoi, plus que du sport. Et des mecs comme KSI, Jake Paul qui font maintenant des combats de boxe. Je suppose que les promoteurs vont voir ce genre de mecs-là uniquement pour leur communauté. Enfin, à la base, c'était uniquement pour leur communauté. Maintenant, on voit qu'ils sont quand même déter et ils s'entraînent bien et ils commencent à devenir corrects, on va dire. Mais malgré tout, c'est un vrai changement dans le sport, quoi. C'est un vrai changement. C'est encore une fois la place qu'a pris le métier d'influenceur, etc. Dans tous les métiers, j'ai envie de dire, parce que la boxe, ça impacte la boxe, mais ça impacte beaucoup d'activités. Et aujourd'hui, moi je trouve ça terrible de voir des influenceurs tels que Jake Paul faire des combats contre des anciennes légendes de la boxe comme là Mike Tyson par exemple. Terrible, positivement ou négativement? Négativement. Ouais, ok, d'accord. Moi, je trouve ça terrible parce que, à côté de ça, il y a des champions du monde de boxe qui se sont battus toute leur vie pour arriver à ce niveau-là. Malheureusement, qui n'ont pas cette compétence, cette faculté à créer des communautés, à communiquer intelligemment sur les réseaux. Et du coup, qui vont être payés une misère pour des titres de champion du monde quand des gars comme Jake Paul vont monétiser leur combat alors que ce n'est pas des boxeurs professionnels, juste parce que c'est des influenceurs énormes, des entertainers incroyables. Et les mecs sont capables de générer des 100 millions de chiffres d'affaires pour un combat de boxe. Et ça montre l'impact des réseaux sociaux et la place que ça peut avoir dans n'importe quel sport, métier, etc. Et aujourd'hui, on voit des combats comme ça. Moi, je trouve ça hallucinant. Mais respect à ces mecs parce qu'ils savent utiliser les réseaux à merveille, quoi. Mais je veux pas polémiquer, mais est-ce que tu penses pas aussi que c'est un peu la faute des boxeurs professionnels ou des sportifs professionnels de manière générale qui n'investissent pas assez, qui à un moment donné mettent pas les moyens, s'entourent pas, veulent faire les choses artisanalement et du coup n'arrivent pas à créer une vraie communauté comme peut le faire par exemple Cédric Doumbé qui, lui, s'est vite entouré. Il a un gars je crois qu'il a 2-3 gars qui s'occupent de sa com. Et du coup, il met les moyens et forcément, derrière, il draine beaucoup de monde. Je suis complètement d'accord avec toi. En France, on a quelques sportifs qui ont vite compris la place des réseaux dans leur carrière. Cédric Doumbé, c'est le meilleur exemple. Ils ont réussi à remplir Bercy en 20 minutes. Il fait du troll, il fait des blagues. Il fait du troll, des blagues, il s'est créé une image de marque qui est énorme. Quand on regarde ses vidéos, même si on n'est pas un pro des sports de combat, on a envie de voir ses vidéos parce qu'on rigole en les regardant. Donc il a tout compris et je suis d'accord avec toi, c'est de la faute aussi des sportifs entre guillemets, mais les sportifs à la base ils se sont entraînés toute leur vie. C'est pas des gars c'est des gars qui sont là pour se battre dans le ring et pour être des champions. Donc c'est très dur de réussir à avoir cette intelligence-là et cette éducation-là aussi et de réunir une équipe derrière pour développer ce côté business. Et il y a des gars qui l'ont compris et grand respect. Et je suis d'accord avec toi que c'est aussi la faute des sportifs dans le sens où, à mon avis, quand on devient professionnel dans un sport, il faut gérer sa carrière comme une entreprise. Et non pas juste comme un truc amateur, etc. Donc il faut directement voir comment on peut attirer la lumière, entre guillemets, financer sa carrière, gagner de l'argent avec sa carrière et générer du revenu. Et donc aujourd'hui, dans ces sports-là qui sont... c'est du show qu'on fait. Bien sûr. Et donc pour faire du show, il faut que ça soit pétillant, quoi. Faut que... Puis en plus, vous, les sports de combat...
c'est quand même un sport où ça trash talk un peu, etc. Quand on voit, je crois que le lendemain de son combat ou le surlendemain, Cédric Doumbé, il faisait même du troll sur son histoire de l'épine et tout, sur Twitter, et ça a fait des millions et des millions Bien de sûr. vues, quoi. Ouais, il a réussi même le lendemain à ne pas. Parce que bon, ça aurait pu être une vraie épine, une vraie écharpe dans sa carrière, hein, ce combat. Mais moi, je trouve que dès le lendemain, il a tweeté, je crois, Baki, sujet épineux Ouais, sur un truc Twitter. comme ça, ouais. Bah, c'est le genre de truc en fait qui fait qu'on l'aime, ce mec, et que même s'il a eu une action, il a fait une action dans le ring, dans l'octogone, qui à mon sens n'était pas très. Si Baki avait été à sa place, il n'aurait certainement pas montré une quelconque faiblesse. Donc c'est pas top niveau sportif. Mais bon, ça n'enlève en rien tout le pédigré qu'il a et sa carrière est légendaire, hein, en kickboxing et tout. Oui. Mais il a su rebondir même sur ça pour faire rire et pour l'utiliser en sa faveur et générer encore une fois du contenu intéressant qui va créer de l'audience et il a encore plus d'abonnés qu'avant. Donc pour les marques, pour tous les gens qui le suivent et pour les organisateurs de combat, demain il serait capable de remplir encore une fois Bercy et de générer les mêmes revenus alors qu'il a une défaite dans le compteur. Donc non. C'est là où fait finalement, du coup, le fait d'avoir une communauté, etc., les résultats sportifs derrière passent presque en second. Et un mec comme, on parlait des youtubeurs, etc., eux finalement, qui perdent ou qui gagnent, il n'y a aucun intérêt. Mais lui, ça devient un peu pareil, alors que lui, c'est quand même un sportif professionnel. Quand même, il faut qu'il reste légitime. C'est-à-dire qu'il y a là aujourd'hui, c'est pas une vraie défaite qu'il a eue, et c'était un beau combat surtout. S'il avait pris une raclée face à Baki, là le vent aurait tourné contre lui, tu vois. Donc voilà. Alors que bon, des influenceurs comme Jake Paul et tout, j'ai envie de dire, c'est limite normal s'ils se prennent une raclée face à un boxeur professionnel, etc. Donc eux, ils ont moins cette pression sur les épaules. Et j'ai envie de dire, même tout le monde vient les voir limite pour qu'ils se prennent une raclée parce que tout le monde en a marre de ce genre de cirque et ils surfent sur ça. Et dans leur choix de combat, ils sont aussi très malins. Ils vont chercher des mecs qui vont créer de l'audience, qui vont créer de l'interaction, etc. Donc Mike Tyson en l'occurrence, par exemple. C'est hallucinant. Ouais. Et ils prennent pas de risques parce que bon, Mike Tyson il a 60 ans, il est né en 66, il a 58 ans, voilà. Il a besoin de thunes. il a besoin de thunes, tu vois, concrètement. Le mec, il va potentiellement prendre, je sais pas moi, 40 millions ou 20 millions pour un combat comme ça, à 58 ans. Il le fait, c'est triste, hein, moi je trouve, hein, mais pour Jake Paul, c'est une aubaine, quoi. C'est le nom Mike Tyson dans une soirée boxe, même aujourd'hui en 2024, c'est un truc de malade. Bah ouais. Et Jake Paul prend peu de risques parce que Mike Tyson, c'est Mike Tyson, mais ça va être un combat sparring. Ça va pas être il boxe pas un champion du monde de sa catégorie. Alors que bon, Cédric Doumbé, faut pas oublier qu'il trash talk, etc. Mais lui, c'est des combats de très haut niveau. Et il est à l'apogée de sa carrière. Donc lui, en l'occurrence, à chaque combat, quand il trash talk, quelque part, il doit assumer. Il prend un risque, ouais. Il prend un risque énorme parce que lui, derrière, s'il perd sa légitimité, c'est compliqué. Donc voilà. Mais en tout cas, voilà, à titre comparatif, hein, pour revenir un peu en arrière dans notre discussion, nous, quand on a boxé à Bercy, le combat tête d'affiche, hein, c'était Michel Soro contre Cédric Vitu. Dans le milieu de la boxe, c'était très vendeur. Mais le promoteur et les boxeurs, etc., on n'a pas réussi à rendre la soirée attractive pour toucher plus de personnes que le milieu de la boxe, qui est un milieu très fermé. Et donc, la salle Bercy n'était pas pleine. Ou elle l'a été, mais avec des invitations en plus, etc. Et je suis désolé si mon ancien promoteur m'écoute, mais c'est la vérité. Et alors que, regarde, des gars comme Doumbé, en 30 minutes, la salle est pleine. Et ça montre bien qu'à travers ses réseaux, etc., et sa communication qui touche un panel de personnes, je ne sais pas si ça se dit, mais beaucoup plus large que le simple milieu des fans de MMA, il a réussi à remplir cette salle. Et je suis sûr que dans la salle, il y avait... La plupart des gens ne connaissaient rien aux règles du MMA, etc. C'était des gens qui sont venus voir ce combat qui a été communiqué de partout et la communication était hyper intelligente. Donc voilà, pour répondre à ta question de base, les réseaux, c'est hyper important. Et quand on fait du business dans un sport de haut niveau qui est médiatisé, et du coup notre but c'est de faire des combats télévisés, forcément il faut avoir une stratégie et investir sur soi et dans une équipe pour avoir un impact sur les réseaux, créer une identité, être récurrent dans ses publications et se différencier de la masse. C'est très dur.
Mais du coup, voilà. Donc, c'est un peu un changement de paradigme, puisque avant les sportifs, ils investissaient sur leur performance uniquement, on va dire, principalement. Et même pour certains, des fois, c'était compliqué parce que c'est aussi, à un moment donné, comme tu dis, c'est un peu l'entrepreneuriat. Des fois, on va investir. C'est pas trop le retour sur investissement, ça va dépendre de nos performances. Ça prend du temps. Et maintenant, il faut aussi investir sur les à côté, quoi, sur le marketing, sur la com, sur la création de contenu, sur la gestion de ses réseaux sociaux. Et moi, je pense que les sportifs ont tout intérêt à complètement déléguer ces parties-là. Bien sûr. Parce que eux, faut qu'ils se concentrent sur la partie sportif, performance, quoi. Et du coup, alors je pense que Cédric Doumbé, il fait aussi lui-même parce que je pense qu'il adore ça et qu'il kiffe bien jouer un peu, et il y a sa personnalité qui rentre en jeu. Mais malgré tout, il est quand même entouré. Et je pense qu'aujourd'hui, ça va devenir de plus en plus essentiel dans le fait que le sport, j'ai l'impression que ça devient de plus en plus de l'entertainment finalement. Quand tu vois Netflix, les trucs qui font les tournois de tennis, là, les matchs de tennis, des exhibitions. Bien sûr. On parlait des combats de boxe. Le MMA, ça devient de plus en plus malgré tout aussi il y a du sport, mais c'est un show aussi, quoi. C'est un tout. Mais ça l'a toujours été. Hein. En fait, à une époque, la boxe, c'est juste que la place de la télé n'est plus la même. À une époque en France, le père de mon ancien promoteur, il s'appelle Michel Acariès, il organisait dans les années 90 environ 30 réunions par an, ce qui est énorme. À titre comparatif, en France, aujourd'hui, un promoteur, s'il organise 3 fois dans l'année, c'est génial. Et à cette époque-là, quand il organisait un championnat d'Europe comme moi j'ai fait, ou un championnat du monde, c'était le samedi soir à 20h sur TF1. Et à cette époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait que la télé. Et sur la télé, tu avais, 10 chaînes. Donc, une chaîne comme TF1, ça réunissait des millions de téléspectateurs. Aujourd'hui, sur Canal+, quand moi je boxais, si on avait 300 000, 400 000 téléspectateurs, c'était énorme. Et mon dernier combat sur DAZN, s'il y avait 600 000, 500 000, c'est parce que c'est une chaîne mondiale. Ça touche beaucoup plus de monde. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à cette époque, tu n'avais que la télé. Et du coup, c'était le rôle des promoteurs de faire la promotion de leur soirée. Et ils s'y retrouvaient bien d'un point de vue business parce que c'est eux qui géraient, c'est des entrepreneurs. Et ils avaient beaucoup plus la main sur la communication de leur soirée, etc. Ils étaient en relation directe avec la télé. Aujourd'hui, les télés investissent moins dans les sports de combat. Et la place des réseaux est hyper importante. Et surtout, les réseaux, ça donne le pouvoir à chaque sportif de communiquer sur sa carrière. Donc en fait, c'est un peu comme si on avait ce rôle de promoteur, nous, entre guillemets, qui nous était un peu délégué par la force des choses, où on doit mettre de la lumière sur nous, on doit investir sur notre communication, générer de l'audience pour que derrière on puisse avoir des combats qui soient bien financés, etc. Donc c'est que la place des réseaux a pris une place énorme et que la place de la télé n'est plus la même. Et je pense que c'est ça qui a évolué aussi sur les années qui se sont écoulées, et qu'aujourd'hui chaque boxeur doit gérer sa carrière non plus comme un sportif comme il le faisait il y a 20 ans où il devait s'occuper que de sa performance et le promoteur et le manager géraient entre guillemets à peu près tout, c'est-à-dire la promotion du combat, etc. Aujourd'hui, le boxeur, quand il prépare un combat ou quand il souhaite devenir professionnel, il doit avoir une vision entrepreneuriale de A à Z, structurer son équipe, investir, prendre des risques, être à perte pendant ses premiers combats, parce qu'il va devoir créer de la communication et du contenu. Et sur le long terme, s'il gagne ses combats, ça se valorisera dans sa carrière future. Et du coup, des promoteurs pourront à leur tour investir sur lui et prendre cette place, le relais. Mais voilà. Mais je sais pas si tu es d'accord avec moi, en tout cas, cette vision. Mais je pense vraiment que la télé n'a plus la même place. Et, tu vois, même Thriller aujourd'hui qui diffuse des combats, c'est plus comme avant. Tu vois, Thriller, c'est pas la télé directement. Donc, et ils ont des moyens énormes. Il y a une boîte de promotion qui est financée par Thriller. Ils ont racheté les championnats du monde, etc. Donc ça montre un peu l'impact. Donc voilà. Écoute Dylan, si on fait un peu la transition vers ta nouvelle vie, puisque tu parlais de l'importance des réseaux sociaux pour un sportif, mais le milieu des actifs numériques et de la crypto-monnaie, c'est encore pire, j'ai envie de te dire, où la communauté est super importante. Comme tu disais, c'est quand même assez spéculatif. Et il y a beaucoup de hype autour de certains projets, autour de certains sujets, autour de la crypto-monnaie et des
certaines tokens, on va pas rentrer dans trop la technique, mais Ouais. certaines monnaies, on va dire, réussissent à atteindre des millions d'euros, voire des milliards d'euros Des de milliards de capitalisation. volume. Rien que grâce aux réseaux sociaux et à la hype qu'ils arrivent à faire sur leur projet. Toi, du coup, avec ta nouvelle vie, comment tu vois ça? Qu'est-ce que tu mets en place pour faire connaître Gravity Market? Alors, voilà, est-ce que tu as une vraie stratégie? Est-ce que tu arrives à créer une communauté? Comment tu t'y prends? Alors, bon, déjà, juste pour reparler, alors les crypto-monnaies, il y a un marché financier. Donc, les marchés financiers, c'est la loi de l'offre et la demande, hein. Ce qui va faire monter le cours d'un actif, peu importe, hein, que ce soit en bourse ou en crypto, c'est la même chose. C'est quand il y a une demande qui est plus importante que l'offre, hein, sur le marché. Et une demande croissante, ça veut dire que des gens vont être enclins à acheter un actif de plus en plus cher. Et c'est ça qui fait monter le prix des cryptos, des actifs en bourse, même de l'immobilier, hein. On peut l'appliquer à n'importe quel milieu. Mais en gros, dans le milieu des actifs numériques, la place des réseaux, forcément, elle est hyper importante. Et des entrepreneurs et des chefs d'entreprise dans ce milieu ou des hackers, ou des scammers, donc des gens qui vont créer des cryptos qui n'ont aucune valeur fondamentale, mais qui vont créer une hype autour pour créer de la demande. Et en fin de compte, hein, c'est un scam, c'est-à-dire qu'ils vont juste faire monter le cours d'un actif pour derrière partir avec l'argent, entre guillemets. Ouais. Et donc ça montre un peu l'impact des réseaux, particulièrement sur Twitter, etc. On voit beaucoup de choses sur les cryptos. Il ne faut jamais croire ce qui est écrit sur les réseaux sur les cryptos. Toutes les informations qui sont accessibles à des centaines de milliers de personnes, souvent les informations ne sont pas forcément pertinentes, ou ont pour ambition de créer de la demande sur des actifs où derrière des gens ont besoin de vendre. Donc voilà, il faut toujours comprendre que sur les marchés financiers, il y a une manipulation des médias, etc., sans être complotiste, hein, mais c'est qu'en gros, très logiquement, quand des personnes qui ont beaucoup d'actifs financiers, particulièrement dans la crypto, quand ils veulent générer de la demande pour revendre leur crypto, ils auront un intérêt énorme de créer une hype autour pour générer de la demande et petit à petit pouvoir écouler leur stock, entre guillemets. C'est une vision purement marché des choses. Donc nous, forcément, on est hyper attentif à ce qui se passe sur les réseaux, aux interactions qu'il y a sur certains actifs, au nombre de fois que les mots-clés sont utilisés, pour voir un peu les tendances qu'il y a, au-delà de l'analyse des courbes, au-delà de l'analyse des prix, au-delà de l'analyse économique qui peut impacter les marchés. Et chez Gravity Market, alors nous c'est un peu particulier, on n'a pas à créer une communauté pour les services qu'on vend, parce que ce qu'on fait aujourd'hui, on fait de la gestion de portefeuille pour le compte de tiers, et on a un service qui est assez exclusif, où on a un nombre de places limitées chaque année. Et dans notre milieu, le rôle de la confiance est hyper important, c'est-à-dire que on a besoin de créer un lien humain avec nos clients, et du coup la plupart de nos clients arrivent chez nous par du marketing relationnel. Ok. C'est-à-dire que c'est des gens qui recommandent nos services parce qu'ils sont clients de notre boîte, parce qu'ils valident notre capacité à faire performer leur portefeuille, à faire des analyses pertinentes, à avoir un suivi sécurisé et performant sur le marché, sur un marché qui est très compliqué. Du coup, toute la stratégie marketing aujourd'hui et de communication, on va dire qu'elle est basée sur du marketing relationnel. Donc, on est très présent dans des clubs d'investisseurs, des clubs d'entrepreneurs, et on est souvent recommandé. Et à côté de ça, malgré tout, nous, comme on cherche à toucher une clientèle qui est notre persona type, hein, c'est des entrepreneurs qui ont souvent revendu une entreprise ou plusieurs, qui ont des capitaux à investir et qui investissent avec leur boîte par le biais de notre société pour avoir accès au marché des cryptos. Donc on a besoin d'être très présent sur LinkedIn, d'avoir du contenu de qualité, des analyses de marché très pertinentes, parce qu'on échange avec des clients qui sont connaisseurs. Donc voilà, mais à côté de ça, là en ce moment on travaille, tu vois, sur une newsletter payante. Et donc on est en train de développer la stratégie de communication qui pour le coup sera aussi pas mal axée sur une stratégie de contenu sur LinkedIn. Et là, on se rend compte en faisant un peu une étude de marché qu'il y a une masse de contenu qui est absolument énorme, et que les cryptos, quand ça monte, hein, forcément, il y a beaucoup d'interactions sur le sujet. C'est très dur de trouver des infos qui soient pertinentes et professionnelles. Du coup, il faut réussir à se différencier là-dedans.
Donc il faut être récurrent, il faut publier régulièrement, avoir une stratégie de contenu qui nous identifie bien. On va éviter du coup tout ce qui est chat GPT, etc. Il faut faire vraiment quelque chose de personnel, travailler avec notre propre sémantique, etc. Donc ça a une place énorme parce que là, pour le coup, il faut créer une communauté, il faut se différencier et il faut avoir de la conversion aussi entre... La particularité aussi du milieu des crypto-monnaies, c'est que souvent, là où une boîte ou un sportif, ça va être Instagram, le réseau numéro un, dans ce monde-là, c'est plutôt du X, du Discord, du Telegram, des groupes un peu privés ou des trucs un peu sécurisés. Et finalement, c'est pas trop présent sur Facebook, sur Instagram. C'est plus vraiment, il y a des réseaux particuliers à aborder. Est-ce que toi, du coup, au moment de, on va dire, faire tes analyses, est-ce que tu te renseignes beaucoup sur ce qui est dit sur les réseaux, sur la communication d'un projet, sur voilà comment tu te renseignes? Alors nous, notre cœur de métier, quand on analyse un actif, c'est déjà l'analyse fondamentale, on appelle ça. Donc c'est l'analyse de l'équipe qu'il y a derrière, du projet, de la roadmap du projet. Donc c'est purement de l'analyse de l'entreprise, la santé financière de la boîte aussi, etc. Et derrière, on fait de l'analyse technique. Donc, analyse technique, c'est on va analyser le cours d'un actif par rapport à son historique pour voir un peu la tendance du marché. Est-ce que le marché est porteur et on est dans un marché qui est haussier, donc les prix ont tendance à aller à la hausse, ou est-ce que le marché est baissier et pour ça, on va voir pour quelles raisons. Et nous, pour nos clients, forcément, on cherche à acheter des actifs qui sont sous-évalués sur le marché. Et derrière tout ça, forcément, dans le milieu des cryptos, on va s'intéresser à la communauté. Donc, on va voir si les boîtes en question sont suivis par une grosse communauté à la fois sur Twitter, sur Discord. Souvent, il y a des communautés fermées sur Discord où il faut du coup soit être parrainé pour entrer, soit faire une demande d'entrée et derrière, on a accès à tout ce qui se passe sur la blockchain qui est développée. On peut même, en achetant la crypto, prendre part au développement de la blockchain. C'est vraiment, la crypto, c'est très communautaire. Et du coup, forcément, on va suivre ça parce que la place de la communauté est hyper importante. Donc oui, on fait une analyse de la communauté via Discord, Twitter aussi, sachant que c'est vraiment quand même le dernier point qu'on va regarder parce qu'il y a beaucoup de bruit sur les réseaux et les avis qu'il y a sur les réseaux, on ne peut pas s'en tenir à ça pour prendre des décisions d'investissement. Mais c'est une confluence en plus qu'on va regarder qui est importante. Donc voilà. Après, ce qu'on va aussi regarder, nous, sur les marchés, on appelle ça l'analyse on-chain, qui est justement sur la technologie qui est derrière ces cryptos, donc qui est la blockchain, le nombre de transactions qu'il va y avoir, les portefeuilles qui sont actifs, tout ce qui se passe. Ça va valider ou non qu'une communauté est vraiment active sur une crypto ou non. Et donc voilà. Il y a d'ailleurs beaucoup, un peu, tu parlais de scam. Il y a aussi beaucoup d'influenceurs crypto, notamment sur Twitter, qui ont des centaines de milliers d'abonnés. Et c'est un peu border, quoi. Ils chill, ils mettent en avant certains projets, ils investissent une semaine avant et après ils ressortent. Exactement. C'est à ça que je faisais référence tout à l'heure quand je parlais de. Voilà. Donc pour moi, c'est le côté vicieux des marchés et de la place qu'a pris les réseaux aujourd'hui. Quand on va sur Twitter et qu'on voit un mec, je sais pas moi, comme Captain Crypto, donc je sais plus son nom, c'est ça, mais le mec il est suivi par 600 000 abonnés. Et toutes les 3 semaines, il dit tel crypto qui ont des noms absolument fous va monter. Pour l'acheter, il faut aller sur un wallet, nanani, c'est toujours très complexe. Les mecs, il va dire à tout le monde qu'il faut l'acheter. Forcément, il a été payé derrière par cette boîte-là pour promouvoir l'achat de cette crypto-monnaie. Et très logiquement, c'est jamais dans l'intérêt de ceux qui vont suivre ça sur Twitter. Parce que si c'était une bonne affaire, ça ne serait pas communiqué aux yeux de tout le monde. Oui. C'est le rôle des marchés. Le marché, c'est un jeu à somme nulle. Il y a toujours un gagnant et un perdant. Et pour être le gagnant, il faut faire un peu ce que la majorité ne fait pas. Donc les influenceurs réseau comme ça, en général, c'est des gens qui sont payés, qui vivent non pas du trading, non pas de l'investissement, qui vivent plutôt de la promotion d'entreprises et d'actifs via leur réseau. Donc c'est des vrais influenceurs comme ceux qui nous vendent des crèmes beauté sur leur compte Instagram. C'est exactement pareil, sauf qu'ils chill des cryptos comme tu disais.
Et en général, quand ils font la promotion d'une crypto-monnaie qui va soi-disant faire x1000, c'est que derrière, ils ont pris un bon paquet d'argent et que la boîte en question qui fait la promotion de ça a peut-être besoin que ça monte un peu plus pour vendre leurs actifs et faire des beaux bénéfices. C'est le jeu des marchés. Et la place des réseaux, encore une fois, et de l'influence a une place très importante. Et c'est pour ces raisons que nous, dans nos analyses, on fait concrètement de l'analyse fondamentale et technique, parce que ça, c'est du concret. Les chiffres ne mentent pas, la santé financière d'une boîte ne ment pas, et surtout, l'analyse technique, donc c'est l'analyse qui est la plus importante pour nous, qui retrace l'historique du prix et qui montre les volumes d'échanges qu'il y a sur un actif. On peut voir du coup si une tendance est saine ou non, si elle est soutenue par des volumes acheteurs qui sont sains, et s'il n'y a pas d'anomalie de marché. Et grâce à ça, on peut voir si ce qui est décrit parfois sur les réseaux, c'est une vérité ou non. Et souvent, il se trouve que c'est tout l'inverse qui se passe. Donc voilà, donc les réseaux, ça peut être intéressant pour sonder le sentiment de marché général, voir un peu s'il y a une tendance à l'achat, etc. Mais il ne faut jamais croire ce qui se fait sur les réseaux. Il faut toujours avoir une analyse très poussée derrière. Mais voilà. Mais par contre, pour revenir sur ta question de base, dans la promotion d'un service, dans ce milieu, une stratégie de contenu, c'est hyper important. Et il faut réussir à se différencier de ce genre de personnes qui font de l'influence négative, entre guillemets, pour rester légitime et sortir du lot. C'est ce que j'allais dire, ouais, finalement, il y a une place à prendre, puisque déjà des contenus français, il n'y en a déjà pas tant que ça. Non. Il y a Asher, il y a 2-3 influenceurs qui créent du contenu intéressant sur... Asher, c'est un super exemple. Asher, c'est vraiment la personne qui a de l'influence et qui utilise son influence dans l'intérêt, entre guillemets, des investisseurs, parce qu'il a toujours des informations pertinentes. Il montre à chaque fois les risques d'investir dans les marchés financiers. Il ne fait jamais la promotion d'un actif pour dire que ça va faire gagner de l'argent. Ce n'est pas la vérité, il ne le fait pas et il n'a pas le droit de le faire. De toute façon, c'est même interdit selon l'AMF. Et donc voilà, c'est le genre d'influenceur qui est intéressant à suivre et que je recommande pour des gens qui veulent s'intéresser à ce milieu, plutôt que de suivre des calls d'influenceurs Twitter. Donc ouais, comme tu dis, il y a une place à prendre parce qu'il y a peu de contenu professionnel et très pertinent et qui dit la vérité. Et la vérité n'est pas toujours bonne à entendre dans ce milieu, donc forcément ça ne plaît pas toujours. Donc c'est pas avec ce genre de contenu qu'on va toucher le plus de personnes. Mais nous, c'est ce qu'on fait en tout cas. Nous, on a une newsletter hebdomadaire aujourd'hui qui est lue par quelques centaines de personnes, donc c'est pas énorme, mais en tout cas, c'est des lecteurs récurrents qui suivent notre contenu, qui y croient, je veux dire, qui ont confiance en nous parce qu'ils ont bien vu qu'on n'est pas là pour faire des prédictions de prix, on est là pour analyser le marché et dire concrètement notre point de vue. Et après, il n'y a pas de recommandation d'achat ou autre. On explique, nous, comment on analyse le marché, on explique et on fait un point sur l'actualité, comment ça peut impacter le marché. Mais après, voilà, on reste à notre place en humilité, parce que c'est ce que le marché apprend, il faut être très humble. Et ce qu'on préconise tout le temps et ce qu'on revendique, c'est la gestion des risques qui est importante. Et du coup, c'est sur cet axe-là qu'on va communiquer, nous, sur notre nouvelle stratégie de contenu. Peut-être que ça fera moins de buzz que des mecs qui vont dire acheter du Captain Bitcoin, ça va monter à 100 000, parce que les gens veulent ça. Mais en réalité, on sait que sur le long terme, c'est ce genre de contenu-là qui marche et qui crée une communauté qui est, pérenne. Voilà, ouais. C'est ça. Parce que moi, je préfère avoir 500 lecteurs qui apprécient notre travail et qui ont confiance. Voilà, plutôt que monter à 100 000 abonnés pour en fait raconter des bobards et profiter d'une tendance qui est donc voilà. Et du coup, pour conclure, c'est vrai que les deux activités finalement n'ont strictement rien à voir, mais malgré tout, je suppose qu'il y a des parallèles que tu découvres au fur et à mesure. Tu parlais d'humble par exemple, faut être humble, ça je suppose que c'est pareil que sur un ring de boxe, vaut mieux être humble parce que si t'es un peu, si tu prends un peu de haut l'adversaire, tu te fais vite avoir. Donc c'est quoi les parallèles que tu fais là maintenant avec ta nouvelle vie d'entrepreneur? Je crois qu'en plus t'es un associé, donc maintenant t'es plus tout seul, c'est collectif. Donc c'est quoi les parallèles que tu fais entre tes deux carrières? Alors déjà, moi j'ai toujours pratiqué la boxe et en étant un passionné, c'est-à-dire que quand j'étais payé pour mes combats, j'ai l'impression que c'était de l'argent qui tombait du ciel, parce que pour moi je faisais juste c'était un rêve de gosse, c'était une passion. Donc ce que je veux dire par là, c'est que j'avais jamais eu l'impression de gérer un business.
pour autant, je m'en suis bien sorti parce que je l'ai géré comme une entreprise avec mes sponsors, comme je disais, avec ma stratégie que j'avais développée pour vivre de mon métier. Je reviens en arrière, mais en gros, dès la sortie de mes études, ma première activité, c'était de me créer une image de marque pour toucher des sponsors et pour vivre de mon sport, dans le but de m'entraîner matin et soir et de ne pas être bloqué par un travail entre-temps et pour en gros pouvoir performer le plus possible. Et du coup, voilà, le premier parallèle que j'ai fait quand j'ai arrêté la carrière de boxe et que j'ai développé mon entreprise à plein temps, c'était de me rendre compte que ce que j'avais fait dans la boxe pendant tout ce temps, ça me servait en tant qu'entrepreneur parce que j'avais géré ma carrière comme un entrepreneur sans m'en rendre compte et que du coup ça m'avait appris beaucoup de choses que j'utilise, des outils que j'utilise aujourd'hui dans ma carrière, notamment la notion de prise de risque, la gestion des risques, la gestion de l'incertitude. La boxe, le sport de haut niveau, c'est savoir jouer avec l'incertain tout le temps, c'est-à-dire que on a une date de combat qui est définie, mais ça peut sauter à n'importe quel moment dans ce milieu, on le sait. Surtout dans la boxe, ouais. Voilà, on ne sait jamais comment un combat va se passer, mais on se prépare énormément pour gagner, mais on se prépare aussi pour faire face à toutes les éventualités. Et en général, ça ne se passe jamais comme on a prévu. Mais grâce à la préparation, on arrive toujours à trouver des solutions et à ne pas perdre pied. Quand le scénario n'est pas celui qu'on avait envisagé, parce qu'on est préparé, du coup mentalement on est prêt à ça. Donc ça, c'est littéralement quelque chose qui se passe tous les jours en tant qu'entrepreneur, où on doit toujours trouver des solutions face à des problèmes qu'on n'avait pas prévus. C'est notre métier, en fin de compte, c'est continuellement chercher des solutions, être créatif. La créativité aussi, c'est quelque chose dans la boxe qui était important, parce que faut surprendre. Faut surprendre l'adversaire. Mohamed Ali disait celui qui n'a pas d'imagination n'a pas d'aile. En boxe, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on a une stratégie qui est en place pour battre l'adversaire. On va chercher à tirer profit de ses faiblesses. Mais il faut être créatif dans ses enchaînements, dans sa manière d'appréhender l'adversaire, de développer le combat pour gagner. Moi, j'avais vraiment une vue comme ça de la boxe très artistique, où je cherchais à toucher l'adversaire sans jamais me faire toucher parce que je prenais des risques. Et j'avais une vision très... très dans la créativité, à chercher à surprendre, à avoir des beaux mouvements. Et dans ma carrière d'entrepreneur, on est créatif aussi, on cherche à faire les choses bien et à se différencier. Et après, la résilience. La boxe m'a appris la résilience. Et dans l'entrepreneuriat, ça marche, c'est très important. Ouais, non, c'est clair. Parce qu'une fois que tu as des problèmes tous les jours et que tu dois trouver des solutions, moi, en fin de compte, j'aime bien résoudre des problèmes. Tu peux vite être découragé. Mais tu peux aussi être découragé parfois. Et le côté que la boxe m'a appris, que le sport de haut niveau m'a appris, c'est toujours tirer du positif de ce genre de moments-là où on a l'impression qu'on va jamais sortir la tête de l'eau. Et en fait, grâce au sport et à la boxe et à la résilience, j'ai toujours trouvé du bon là-dedans. Et du coup, c'est ce qui me passionne aussi dans ce métier-là. Donc voilà. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, comme parallèle. En tout cas, Dylan, écoute, il me semble, j'ai regardé un peu le sommaire, il me semble qu'on a fait le tour de tous les sujets qu'on devait aborder. T'as quelque chose à ajouter ou ça a été complet ? C'était super cool. Où est-ce qu'on peut te suivre ? On peut me suivre justement sur Instagram, Dylan Chara. Donc sur Insta, je communique moins qu'avant forcément parce que je boxe plus. Mais voilà, je suis quand même actif. Là, je prépare un marathon, tu vois, donc je reste dans le sport. Okay. Je communique un peu sur ma préparation du marathon. Je fais des conférences aussi à côté. Donc là, je vais développer une stratégie de contenu sur Insta. Ouais. J'en avais parlé pour faire des conférences. Et à côté, sinon sur LinkedIn. Voilà, Dylan Chara, donc, où je fais chaque semaine, je fais des analyses de marché et on communique la newsletter Gravity Market sur LinkedIn. Donc pour tous ceux qui sont intéressés par ce milieu-là, n'hésitez pas à venir sur LinkedIn, à me poser des questions, on peut échanger et voilà. Écoute, merci beaucoup Dylan. On se retrouve dans 10 jours pour un prochain épisode du podcast Sur le terrain. Ça m'a fait plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Moi aussi. Et puis bonne chance pour Gravity Market. Bonne chance pour Jumpstart. Merci beaucoup. Plaisir, merci. Ciao. Ciao.